Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode avant les vacances, et aujourd'hui on va parler du temps. Donc le temps c'est un petit chapitre mais quand même très important puisqu'il est bien singulier. Allez c'est parti. Donc tout d'abord, pour parler du temps, il faut parler de ses repères philosophiques. Nous en avons deux. Donc tout d'abord, très connu, a priori, a posteriori. Donc ce qui est a posteriori, c'est ce qui est par expérience, alors que ce qui est a priori est sans recours à l'expérience. Donc juste, je tiens à préciser, tout s'écrit en minuscules, parce que c'est du latin. Et cette distinction a été formulée par Kant. Ensuite, on a également cause et fin. Donc la cause est l'explication d'un phénomène naturel par un autre phénomène antécédent dont il constitue un effet, alors que la fin, c'est l'explication d'un phénomène par le but vers lequel il tend. Maintenant, quelques définitions. Tout d'abord, nous avons le temps. Le temps, c'est une durée irréversible dans laquelle toute chose existe. Pour l'être humain, c'est également ce qu'on va appeler la conscience de la mort. Quand on parle de temps, on parle de durée. Et une durée, c'est quoi? C'est une quantité d'écoulement d'instants. Pour être le plus imprécis possible. Donc, quand on peut le voir, en quelque sorte, on va dire que c'est une connaissance empirique de la chose, à ne pas confondre avec sémantique qui est relatif au sens. On a également postérité, très liée au temps, puisque c'est notre héritage, ce qui sera notre nom, notre action et notre existence dans la mémoire et dans l'histoire après notre mort. Et enfin, on peut utiliser aussi comme métaphore la roue diction, qui est une roue de torture. Certains auteurs vont parler justement que le temps est une roue diction. On va voir ça. Donc maintenant, quelques citations. Tout d'abord, une citation qu'on doit à Kant. Le temps n'est pas un concept empirique ou qui dérive d'une expérience quelconque. Donc empirique, je le reprécise, c'est la dérivation de la perception et de l'expérience. Notre connaissance du temps ne provient pas de notre perception, puisqu'on ne peut pas vraiment percevoir le temps. On aurait donc accès à la connaissance sans son expérience. Mais alors avec quoi? Avec de la science? On verra ça après, dans les références. On verra ça après dans les références suivantes. Ensuite, ma citation préférée cette année, je tiens à préciser, c'est « L'homme est un point perdu entre deux infinis » de Blaise Pascal. Donc c'est une citation très mathématique. Donc il nous explique la petitesse de l'humanité. En quelque sorte, on est une poussière dans l'univers, d'un point de vue de l'univers, mais également d'un point de vue du temps. Il y a une infinité devant et une infinité derrière. Bon, une infinité quasi infinie, je tiens à préciser. Les deux infinis sont le passé et le futur. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est une sorte de ligne, et nous, on est en plein milieu d'une droite, en quelque sorte. Même si le Big Bang existe, c'est-à-dire il y a un début, aux yeux de l'humanité, cela correspond presque à l'infini. Le présent est déjà révolu. Ce qui s'est passé il y a 2 secondes est perdu dans toutes les limbes de l'infini. On ne le reverra plus jamais. Donc ce qui s'est passé dès le début de la vidéo, on l'a perdu pour toujours. Vous pouvez le revoir, mais ça sera une deuxième fois que vous le voyez. Pas la première fois. Ça ne sera pas la première fois que vous voyez le truc. Mais pourquoi on parle d'un point? Parce qu'on dit un point perdu entre deux infinis. Nous sommes le seul point de l'univers qui a conscience d'être un point. Et ça, c'est très beau. On peut également utiliser l'exemple des vanités. Donc c'est des peintures qui nous donnent conscience du temps, où on ne voit que la mort, par exemple. C'est une nature morte. Ensuite, une autre citation de Kant, « Le temps est la condition formelle a priori de tous les phénomènes envisagés ». Donc sans temps, il n'y a pas de phénomène. Le temps est une condition de l'expérience. Cette perception n'a de sens que s'il y a en nous une idée de temps et qu'il y a une idée de début et de fin. C'est une condition formelle, c'est-à-dire qui nous va donner une forme du temps, qui ne peut être définie par l'expérience. Il appelle cette capacité ce qu'on va l'intuition pure, donc c'est-à-dire ce qui n'a pas de connaissance, donc a priori. Hume nous dit que notre idée est basée sur la perception de temps, mais Kant va nous dire que le temps est a priori. On verra cette opposition dans les références. 2 autres citations, donc une citation qu'on doit à Jacques Brel. Et s'il tremble un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon? Qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Donc là, il parle des personnes âgées. Et d'ailleurs, il dit il tremble. Ça peut être une blague avec le Parkinson qui peut être mal prise, donc je préviens un peu.
Mais en fait, là, on parle plutôt de trembler de peur face à une pendule qui est l'allégorie du temps. Le mot ronronnement permet un apaisement dans cette pièce qui dit non mais c'est pas grave si tu meurs. Ces vers lents apaisent la musique, d'où le nom, d'où le ronronnement finalement. En réalité, une personne âgée va trouver le temps long, alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils ont une meilleure expérience du temps pourtant. Les vieux veulent tuer le temps. Quand on parle de tuer le temps, d'ailleurs, c'est une sacrée allégorie puisque on va pas vraiment tuer le temps. On va simplement s'occuper. Et la dernière citation, placez votre main sur une poêle pendant 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille, 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ce qu'on appelle la relativité. Bon, c'est une citation qu'on attribue à Einstein, donc on n'est pas sûr que ça vient de lui. Pour les deux du fond là qui n'écoutent pas, Einstein est un physicien qui a trouvé la relativité générale. Donc en fait, il connaît surtout le point de vue physique, mais là il nous a expliqué d'un point de vue philosophique. C'est également le contributeur du projet Manhattan. Bon. Le temps serait relatif à l'endroit. Le temps passe plus lentement à côté d'un trou noir. Ça, c'est ce qu'il a trouvé dans la vraie vie. Ah, en physique. En fait, on peut comparer cela à de la douleur. Si on passe à côté d'un trou noir, c'est comme si on ressentait de la douleur. Le temps va passer lentement. Par contre, quand on est heureux, qu'on ressent du plaisir, le temps va s'accélérer. Le temps est donc une idée doublement relative d'un point de vue psychologique et physique. Bon, maintenant, on passe à quelques références philosophiques. Donc dans Saturne dévorant un de ses fils, qui est une peinture de Goya, on remarque un vieil homme nu qui mange un enfant. On le voit ici. En fait, il fait preuve de cruauté et de folie. C'est le titan Chronos, le dévoreur du temps. Mais on voit que même le dieu du temps n'échappe pas au temps. Il est vieux. Il a été influencé par le futur puisque il mange son fils par une vision. Et donc l'enfant périt face au temps. Car Chronos est une sorte d'allégorie. Bon, le fond noir qu'on voit au fond là, ça peut être le néant. Bon, en fait, ces tableaux-là, on les appelle des memento mori. Donc en fait, ils nous permettent de nous rappeler de la mort. C'est comme les vanités que j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'il y a la vieillesse et parce qu'il y a un enfant qui meurt. C'est un memento mori. Quel effet ça fait de savoir qu'on va tous être dévorés par Saturne, ou plutôt par le temps? Et comment on peut envisager d'être heureux après avoir cette connaissance? Kant, dans Critique de la raison pure, va nous proposer une connaissance a priori du temps. Nous aurions une faculté mentale à donner forme aux phénomènes perçus, une condition au sens accordé à nos expériences. Nous sommes alors face à un dilemme. Faut-il préférer une idée empirique du temps ou une idée a priori du temps? David Hume, dans Traité de la nature humaine, va nous dire qu'il est impossible de concevoir le temps comme une idée pure, c'est-à-dire dépourvue de toute expérience. Le temps est une idée qui est conçue à partir de nos perceptions, de nos sens, bien qu'ils soient limités, qui voient le changement dans les objets. L'auteur va donner 3 exemples dans son texte pour voir cela. C'est beaucoup d'ailleurs, 3 exemples, on vient à préciser. Car en fait, il veut défendre une thèse qui est empirique, donc qui concerne les sens. Donc tout d'abord, le premier exemple serait celui du sommeil. Quand on dort, on n'a pas la perception du temps. Mais en même temps, on n'a pas la connaissance de ce temps. Donc c'est logique que le temps en passe. Alors, cependant, cet exemple sera réfuté puisqu'on a le problème du sommeil paradoxal, où les sens sont éveillés là. Pendant le rêve, on aurait donc une idée de temps. On a également l'exemple d'un homme puissamment occupé dans une pensée. Imaginez, vous êtes en train de rouler en voiture. Vous pouvez rouler de manière automatique, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire gaffe à que quelqu'un vous double, à que vous accélérez, etc. Vous allez ne pas faire d'accident même. Vous allez rouler sans y faire attention, et le temps va passer tranquille. Pour percevoir le temps, il faut y faire attention, et que la conscience soit éveillée. Donc là, en fait, l'automobiliste ne va pas être conscient. Enfin, il va donner l'exemple d'un chardon ardent. Quand on fait tourner un chardon ardent, on ne va voir qu'un cercle de feu. On ne va pas voir le chardon tourner. Cela veut dire que en fait, la perception humaine est limitée. On ne peut pas savoir à quoi ressemble le temps pour l'objet. On va savoir juste avoir une idée imprécise de ce que c'est que le temps. Mais à quoi ressemblerait le temps si notre perception était parfaite, finalement? On pourrait se demander.
Ensuite, Étienne Klein, dans Le Temps, va penser que les individus s'en remettent à un corps plus grand qu'eux pour accéder à la postérité. On accède alors à une mémoire collective. Cependant, la fin de l'humanité signifierait du coup la fin de cette postérité, et donc on disparaîtrait avec le dernier humain. Il va également dire que l'amour est un temps d'union, et qu'on va perdre l'individualité dans ce livre. Oui. On n'échappe donc pas au temps par l'amour, mais est-ce qu'il peut nous rendre heureux? On verra que non, et on l'a vu d'ailleurs dans le chapitre sur le bonheur. Maintenant, on passe à un quiz pour vérifier vos connaissances sur ce sujet. Donc, quel mot désigne notre héritage dans l'histoire, ce qu'il reste de nous? Je viens d'en parler. Donc, il s'agissait évidemment de la postérité. Selon Einstein, comment perçoit-on le temps? Il est psychologiquement et physiquement relatif, il varie selon la masse et la gravité, il est fixe et linéaire ou il est une illusion totale. Selon Einstein, il est psychologiquement et physiquement relatif, et du coup, d'un point de vue physique, il les varie selon la masse et la gravité. Selon Kant, ce qui est par expérience est... On parle d'un repère philo, là. Je rappelle, c'est le repère philo en latin. Vous avez une chance sur deux. Donc, par expérience, c'est a posteriori. Qu'est-ce que signifie sémantique? Bon, c'est en 3 mots. Si vous voulez, j'ai fait une sorte de pendu, là, vous avez le nombre exact de caractères en dessous. Donc, ce qui est sémantique est relatif au sens. Complète cette citation de Pascal. L'homme est un point perdu entre deux, et il manque un mot. Donc, il s'agissait de l'homme est un point perdu entre deux infinis. Merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. On se retrouve après les vacances pour la science. En attendant, prenez bien soin de vous. À la prochaine, à plus.